Duo de Doc, nouveau format, nouvelle émission, mais toujours avec Aurore Waki. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Aurore, est-ce que tu sais pourquoi on parle de nouveau format dans Duo de Doc? Parce que cette fois-ci, et j'espère pour les prochaines, il s'agit d'un trio de doc. C'est un trio de doc, c'est un duo de doc également, mais avec une particularité, c'est qu'on va vous mettre un petit peu d'Israël dans votre télévision, puisque nous allons inviter à chaque émission un spécialiste franco ou belgo, ou suisso, helvético, israélien, peu importe, en tout cas, il parlera français, il sera spécialiste et il sera israélien. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'AVC, 3 lettres pour dire accident vasculaire cérébral. Et donc, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à côté de moi ce soir le docteur Ilan Goldberg. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, le docteur Goldberg est très modeste, il a un CV long comme le bras. Je vais juste citer quelques points. Il a étudié la médecine en Belgique, il a fait son internat en Israël, une spécialisation au Canada également. Il a fréquenté de nombreux hôpitaux, dont l'hôpital Ichilov, l'hôpital Wolfson, actuellement il est à l'hôpital Bellinson de Petah Tikva, et il est spécialisé en épileptologie, donc spécialiste de l'épilepsie. Mais ce soir, docteur Goldberg, vous êtes ici vraiment comme neurologue pour nous éclairer sur l'AVC. On ne l'a pas oublié, il est là avec nous depuis la première émission, c'est notre chouchou à nous. Bonsoir, docteur Herbstein. Bonsoir à vous. Docteur Herbstein, médecin généraliste dans l'Est de la France, Créange. Ouais, avec un CV qui tient en 3 lignes. Oui, mais quelle ligne? Et surtout la 4e en ajoutant docteur Herbstein, Tandem TV. Voilà, ça c'est la plus belle. Docteur Herbstein, on va y aller. Tout de suite, on se lance dans le sujet. Première question, qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral? Comme son nom l'indique, c'est un problème au niveau d'une artère et au niveau cérébral. Alors pour faire très simple, il y a 2 types d'accidents vasculaires cérébraux qu'on peut rencontrer. Il y a l'accident vasculaire cérébral ischémique, c'est quand une artère se bouche, et donc le territoire qui dépend de cette artère n'est plus irrigué correctement et il y a une grande souffrance. Ou alors il y a ce qu'on appelle l'accident hémorragique, où là c'est une artère qui se rompt, et à ce moment-là il y a une grande hémorragie au niveau de la boîte crânienne. Bon, dans 80-85% des cas, ce sont des accidents ischémiques, et le reste, ce sont les accidents hémorragiques. Alors docteur, quels sont les symptômes d'un accident vasculaire cérébral? Est-ce que c'est quand on a mal à la tête? Comment on sait Alors, oui, mais le truc le plus fréquent, c'est quand même les troubles de la parole, c'est une déformation de la bouche, ou alors une atteinte, une faiblesse dans un muscle, une faiblesse un peu d'un membre. D'une manière simple, chaque signe neurologique anormal qui survient brutalement est un AVC jusqu'à preuve du contraire. Naturellement, quand ça arrive chez un gamin de 12 ans, on se pose moins de questions que quand c'est au-delà de 50, 60 ans. Mais si vous voulez, c'est la chose qui est assez fréquente. Vous avez le repas de famille où tout le monde est bien heureux, et puis il y a le tonton Roger qui commence à se lever, qui chante une chanson, et il n'arrive plus à articuler correctement, il a un trouble de la parole, souvent il y a un affaissement du visage, et puis il laisse tomber son verre. À ce moment-là, tout le monde rigole en disant le tonton Roger, il a trop picolé. Ben non, tonton Roger, il est en train de faire un accident vasculaire cérébral, et là, il faut courir. Mais parfois, parfois ça arrive de bugger, on perd un peu le fil de ce qu'on est en train de dire. Ça ne veut pas forcément dire qu'on fait un accident vasculaire cérébral. Non, parce qu'il y a un truc qui est quand même pas si rare que ça, c'est ce qu'on appelle l'ictus amnésique, où souvent, pouf, ça bug dans la tête. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, scanner, IRM et tous les examens du monde, il n'y a strictement rien. Bon, voilà, c'est un peu une petite anomalie au niveau du fonctionnement cérébral, mais c'est pas un AVC du tout. En revanche, il y a une sorte d'AVC qui est intéressant aussi, dont il faut parler, c'est l'AIT, qui est l'accident ischémique transitoire. Ce sont des personnes qui ont des troubles neurologiques, mais en 24 heures, tout rentre dans l'ordre. Docteur Goldberg, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez rajouter quelques petites choses à ce que nous a dit déjà le docteur Herbstein, qui était très clair? Le plan était très précis. En effet, la chose à garder en tête, c'est, étant donné qu'il n'y a pas de signes sensoriels et qu'on n'est pas conscient de la vascularisation du cerveau, donc dès que la fonction est perturbée, qu'elle soit du langage, sensorielle au niveau de la peau ou bien motrice, ce sont des signes à prendre
en considération et pour rapidement agir. Un téléspectateur, Jacques Rachy, nous demande justement, vous parlez des signes avant-coureurs, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Est-ce qu'il y a des symptômes qui peuvent attirer notre attention avant les signes déjà plus graves? La réponse, en gros, est non. C'est-à-dire qu'avant que le problème ischémique ou hémorragique ne survienne, tout fonctionne très bien. Et donc, c'est quelque chose qui peut arriver en quelques secondes. Et d'un ciel bleu, ça devient une catastrophe, dans les cas les plus graves. Mais d'une manière statistique générale, il y a des signes avant-coureurs. C'est-à-dire que si on y a un accident transitoire, par exemple, ça, c'est une lumière rouge qu'il faut prendre en considération parce qu'on sait qu'après un accident transitoire, le risque statistique de faire un AVC plus important ou complet est fort augmenté, en particulier les premiers jours. Donc, si jamais il y a des événements qui sont suspects où on croit que le cerveau ne fonctionne pas bien dans son corps, c'est important d'aller consulter immédiatement pour pouvoir agir en amont. Et docteur, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Encore une fois, du statistique, il y a des différences, mais en gros, c'est la même enseigne. Il y a différents groupes d'âge avec les influences hormonales, ou bien, par exemple, la grossesse, qui, à cause du changement métabolique, est associée statistiquement à des troubles vasculaires. Mais sur un message général, je dirais que on a la même enseigne. Docteur Epstein, je me retourne vers vous. Toujours sur les prédispositions, est-ce que on a compris que les hommes et les femmes étaient à la même enseigne? Est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques, il y a des facteurs héréditaires, environnementaux qui peuvent provoquer chez les uns plus d'AVC que chez les autres? Alors, moi, je dirais que les facteurs héréditaires, oui, il y a toujours des facteurs héréditaires. Il y a des personnes qui ont des fragilités vasculaires. Bon, il y a des maladies, ce qu'on appelle des vascularites, des maladies auto-immunes, mais c'est quand même très infinitésimal. Hein. C'est pas la chose la plus fréquente. La seule chose héréditaire qu'on pourrait voir en prendre en considération, ce sont des facteurs de comorbidité, des facteurs qui vont provoquer un AVC, comme l'hypertension, le diabète, par exemple, ou des gens qui ont des troubles du rythme cardiaque, la surcharge de poids, etc. Maintenant, les facteurs environnementaux, on retrouve toujours le triptyque maudit, l'alcool, le tabac et la sédentarité. On sait très bien que statistiquement, ceux qui qui fument, qui boivent et qui restent les fesses sur une chaise vont faire plus d'accidents vasculaires, que ce soit cardiaques ou cérébraux, que les autres. Donc oui, les facteurs, ce qu'on appelle des facteurs de risque, donc tabac, diabète, obésité, hypercholestérolémie également, hein, puisque les plaques de cholestérol peuvent venir se détacher et hop, boucher une artère. Donc oui, il y a des facteurs prédisposants quand même. Docteur Goldberg, on va commencer un petit peu à parler de la prise en charge, puisqu'on a dressé un premier tableau des symptômes qui peuvent nous alerter. Alors justement, des symptômes apparaissent, des problèmes de langage, des problèmes de motricité, des problèmes de conscience. Est-ce que, quand ces symptômes apparaissent, est-ce qu'il y a une notion d'urgence? Est-ce qu'on a le temps d'aller voir son médecin généraliste en disant « il s'est passé ça il y a quelques heures, quelques jours » ou est-ce qu'il faut soi-même ou un parent appeler une ambulance et se diriger directement en milieu hospitalier? En effet, le facteur du temps est primordial ici dans la prise en charge aiguë d'un accident cérébral. Et donc, l'expression classique qu'on utilise dans notre jargon, c'est que le temps, c'est le cerveau. Et une fois que le tissu cérébral souffre d'ischémie, donc un manque d'oxygène, les neurones les plus affectés vont commencer à disparaître, à mourir. Donc l'ischémie, c'est quand un vaisseau est bouché et le cerveau n'est plus oxygéné. OK, alors pour répondre à cette question, dans le processus physiopathologique de l'ischémie, il y a un trouble de la vascularisation, il y a un territoire qui n'est plus vascularisé du tout et qui va nécroser, c'est-à-dire que ce tissu est mort et il n'est pas sauvable. Par contre, il y a un tissu périphérique qu'on appelle la pénombre et qui souffre du manque d'oxygène, mais qui n'est pas encore mort. Et si on arrive à restaurer la vascularisation en limitant, tant que faire se peut, la mort de la population neuronale, on a plus de chances de récupérer une fonction neurologique qui a été affectée. Donc la notion, vous expliquez clairement que la notion de temps est importante. On a dit qu'on allait mettre un petit peu d'Israël dans notre télévision. Comment ça se passe en Israël? Un citoyen israélien a des signes suspects d'AVC. Qu'est-ce que
la personne auprès de lui doit faire? Comment doit y réagir? D'abord, je voudrais dire que, d'une manière générale, au niveau mondial, dans les pays occidentaux, la conscience de la prise en charge rapide a fort augmenté. Et donc, en Israël aussi, il y a eu des campagnes de communication pour la grande population. Et donc, ça s'est fort amélioré. Je sais qu'en France, ça a été fait aussi, qu'en Belgique, ça a été fait, dans tous les pays occidentaux. Et donc, étant donné que le facteur du temps est primordial, pour ce qui se passe en Israël, on sait que dès qu'il y a une suspicion d'un stroke, d'un AVC, l'ambulance déjà, sur la route ou bien sur le retour de la personne, donc en route vers l'hôpital, indique à l'hôpital qui est orienté que l'équipe de stroke soit prête déjà pour accueillir le patient parce que, étant donné que le temps, c'est du cerveau, chaque période ou chaque phase de prise en charge entre l'ambulance jusqu'à la porte de l'hôpital, de la porte de l'hôpital aux urgences, l'imagerie et la prise en charge neurologique, ce sont des périodes qui sont très mesurées, quantifiées, pour pouvoir déterminer le niveau et la qualité du traitement qu'on prodigue à la population. Alors, il me vient une question. Est-ce que c'est important à ce moment-là déjà de savoir si l'accident est de type ischémique ou hémorragique? Exactement. Donc, la première chose qui est primordiale, c'est de déterminer d'abord si c'est une hémorragie. Dans ce cas, il faut éviter que le sang ne s'expande, l'hématome s'expande dans la boîte crânienne. Et au contraire, si c'est ischémique et il y a un trouble à la vascularisation, il faut implémenter les thérapies qui puissent revasculariser le tissu ischémique. Et donc, ce sont des traitements diamétralement opposés. Comment on sait quand on arrive à l'hôpital? Quel bilan on fait? Qu'est-ce qu'on fait aux patients pour savoir si c'est telle ou telle sorte d'AVC? D'abord, on a des signes cliniques, mais sans rentrer dans les détails, ils ne sont pas sensibles à 100% et on ne peut pas se fier que sur notre impression clinique pour déterminer si c'est hémorragique ou ischémique. Donc, dans notre système actuel de connaissances et de technologie, nous avons une chance, c'est que les saignements aigus sont très faciles à détecter par un CT. Un CT du cerveau, de la tête. Un scanner. Un scanner, head CT en effet. Et dans la mesure où il y a une hémorragie aiguë, c'est quelque chose, en faisant quelques minutes un scan, le scanner du cerveau, on peut déterminer si le trouble est hémorragique. Par contre, si on ne voit pas de signe d'hémorragie, on peut dire qu'il n'y a pas d'hémorragie. Donc, c'est fort probable que ce soit un stroke, un AVC, mais ça peut être d'autres types de stroke ou bien d'autres pathologies qui mimiquent un stroke, mais qui ne sont pas un trouble vasculaire, comme une crise d'épilepsie, par exemple. Docteur Epstein, je veux revenir un petit peu sur la communication. Docteur Goldberg nous a bien expliqué qu'il y avait une communication entre les ambulances du Magen David Adom et les hôpitaux. Est-ce qu'en France, ça se passe exactement comme ça? Non, hélas. Disons qu'en France, on a quand même mis au point des unités qui sont pas mal, c'est les UNV, des unités neurovasculaires, mais c'est comme partout, il n'y en a pas dans toutes les grandes villes. Il y a une inégalité quand même qui est criante entre une personne qui va faire son AVC dans une ville universitaire ou alors quelqu'un qui va faire ça au fin fond de la campagne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a effectivement, comme disait le docteur Goldberg, un gros effort de prise de conscience et d'information auprès du grand public. Parce que les gens ont tendance à dire « c'est rien, ça passera, on verra demain ». L'expression time is brain, et le temps c'est du cerveau, est parfaitement adaptée aussi chez nous, enfin comme dans tous les pays du monde. Il faut courir, on a 4 heures pour faire une thrombolyse et peut-être 6 heures pour enlever le caillot, donc faut pas perdre de temps. En France, évidemment, il y a le SAMU, enfin le SMUR, les pompiers qui peuvent se déclencher assez rapidement pour amener le patient vers un centre neurovasculaire, mais il n'y en a pas partout. Hélas. Ensuite, il y a tout un maillage qui peut se mettre en marche où on peut héliporter les gens pour les amener près des centres neurologiques et les prendre en charge de manière un peu plus intelligente. Maintenant, en France, la France est un pays qui est plus grand qu'Israël, évidemment. On va pas parler de la politique de santé, mais tous les hôpitaux de périphérie sont en train de fermer les uns vers les autres pour regrouper dans des grands centres. Et naturellement, encore une fois, il vaut mieux faire son AVC en face du CHU, donc du centre universitaire, que de faire ça au fin fond de la Corrèze, quoi.
C'est ça le délai, vous disiez entre 4 heures et 6 heures, c'est ça le délai d'intervention pour pouvoir Disons sauver je pense que le docteur Goldberg ne me contredira pas, c'est 4 heures à peu près pour essayer d'exploser le caillot et faire en sorte que la circulation se fasse correctement, et 6 heures si on va chercher, on appelle une thrombectomie, on va chercher le caillot de sang pour essayer de l'évacuer et permettre que la circulation se refasse. D'une manière générale, il ne faut pas perdre de temps, il faut courir. Docteur, vous voulez réagir? En fait, l'approche thérapeutique pour un accident ischémique, comme je l'ai présenté, c'est de redonner au cerveau qui est sous ischémie le sang. S'il n'y a pas d'évidence d'un caillou, d'une thrombose qui est suffisamment grand à détecter dans les grands vaisseaux, alors l'alternative qui est actuellement la seule disponible, c'est d'introduire via des veines une substance qui va liquéfier le sang et qui va liquéfier le caillou sanguin. Et donc, l'efficacité est de 30 à 40%, donc c'est quelque chose d'assez limité, mais il est efficace, ça a été démontré. Et donc, encore une fois, le but d'avoir une fenêtre temporelle à 4h30 depuis le début des symptômes, c'est qu'une fois qu'on a dépassé cette période, on sait qu'au niveau statistique, la même dose, le même traitement thrombolytique va induire plus d'hémorragie, plus d'effets secondaires par rapport au gain de revascularisation. Et donc, il y a des années, la fenêtre était de 3h30, maintenant elle est de 4h30, mais c'est plus à cause de facteurs logistiques et pharmacologiques qui imposent ce cut-off, ce trade-off de la période. Donc. Et ça, c'est si on injecte en systémique et en intraveineux. Maintenant, une fois qu'on a le diagnostic d'un stroke, on a le moyen de la prise en charge un peu plus avancée et qui est faite dans des centres qui est apte à faire l'intervention. Donc, d'habitude, ce sont des interventionnistes qui vont faire une angiographie. Et durant l'angiographie, à savoir, on rentre dans les vaisseaux, dans l'artère, il y a moyen d'aller jusque dans l'artère qui est bouchée pour enlever de manière mécanique le caillot sanguin. Et ça, c'est une thrombectomie. C'est la thrombose qu'on enlève, thrombectomie. Mais pour pouvoir avoir ce traitement, ça ne correspond pas à une grande majorité. Et donc, une minorité de patients peuvent accéder à ce type de traitement. Actuellement, les limites temporelles sont un peu plus larges, à savoir que, comme je vous avais dit à propos de la pénombre, on a des techniques d'évaluation de la pénombre au niveau vasculaire qui permettent de quantifier et de savoir dans quelle situation la thrombectomie est le plus appropriée. Je voudrais que vous nous clarifier un point avant d'aller un petit peu plus loin. Je reprends le schéma. Il y a des symptômes cliniques chez un individu. On appelle une ambulance. On arrive dans un hôpital central ou périphérique. On va faire dans un premier temps rapidement un scanner, qui est l'examen qui est facile d'accès et rapide, et on va principalement, vous l'avez dit, exclure une hémorragie. Et là, la question, c'est comment est-ce que vous pouvez savoir et à quel moment que c'est bien un vaisseau qui est bouché, quel vaisseau, de manière à savoir, est-ce qu'on peut aller faire une intervention localement, comme vous l'expliquez, en passant un cathéter par la veine? Le protocole, une fois qu'on a éliminé une hémorragie, il est faisable, il est implémenté dans tous les hôpitaux en Israël. Une caractéristique d'Israël, c'est aussi en partie, comme vous l'avez mentionné, à cause du territoire, c'est que n'importe quel citoyen, 30 minutes depuis l'arrivée à l'hôpital, est potentiellement un candidat pour recevoir le traitement intraveineux. Ce qui est très important. Et c'est sûr que les facteurs de distance ou d'accessibilité sont des facteurs limitants. Une fois que le stroke est déterminé comme ischémique, alors, et qu'on ne peut pas donner un traitement intraveineux, alors il faut savoir si c'est un candidat qui est un candidat à la thrombectomie. Mais ça, il n'y a que certains centres spécialisés qui sont capables de pouvoir prodiguer ce traitement. Et donc, il faut transférer. C'est une question de chance en fonction d'où se trouve le patient, ou alors ce patient peut être transféré dans un autre service ou un autre hôpital?
Une des théories, c'est de pouvoir orienter le plus tôt vers la bonne adresse. Mais ce n'est pas encore possible du point de vue technologique. Et donc, dans la mesure où on prend en charge et qu'on donne un traitement intraveineux en première ligne dans un hôpital plus périphérique, dans la mesure où il y a une thrombose qui est avérée dans des vaisseaux larges et suffisamment grands, le patient est ensuite transféré dans un centre qui donne le traitement intravasculaire. Quels sont les centres aujourd'hui où il y a ce traitement possible? En Israël, les grands centres, c'est à Bellinson, Tel HaShomer, Ichilov, Asaf Harofeh, Soroka, Rambam. Ce sont les grands centres qui demandent, ça s'appelle des centres tertiaires, qui ont un volume suffisamment important avec des technologies suffisamment implémentées. Docteur Erpstein, quels sont les traitements à prendre quand on a fait un AVC? Après, donc, quand les choses ont été prises en charge d'une manière urgente, soit par la thrombolyse, soit par la thrombectomie, bon, bah, après, généralement, ce sont des anticoagulants que l'on prend au long cours, et surtout, c'est le traitement de la cause. À partir du moment où on peut identifier la cause, que ce soit des gens qui sont hypertendus, des personnes qui font ce qu'on appelle de l'arythmie, donc des troubles de rythme cardiaque, qui peut provoquer l'apparition d'un petit caillot qui va monter et qui va se loger dans une artère. Donc, c'est faire en sorte que l'arythmie soit réglée. Donc, je dis l'hypertension, le diabète, le cholestérol, évidemment. Et puis, naturellement, comme j'ai dit précédemment, des anticoagulants à prendre probablement pendant toute sa vie, de manière à s'assurer qu'il n'y ait pas de récidive. Et si c'est un AVC de type hémorragique? Alors là, pas d'anticoagulants. Hein. Surtout pas des anticoagulants. Et puis alors pour les AVC hémorragiques, il faut regarder déjà s'il n'y a pas d'autres, on va déjà comprendre pourquoi une hémorragie est survenue, parce que ça peut être aussi dans le cadre d'une tumeur. Hein, ça peut très bien se manifester de cette manière-là. Et puis c'est de la surveillance à ce moment-là qui est tout simplement une surveillance neurologique assez régulière. Docteur Goldberg, si je comprends bien ce que nous a dit le docteur Erpstein, le traitement consiste donc dans l'urgence soit à, on va dire, déboucher, comme vous l'avez bien expliqué également, les vaisseaux, traiter éventuellement l'hémorragie en cas d'AVC hémorragique. Une fois que cette première étape est franchie, on recherche l'étiologie, on traite l'étiologie. Comment on récupère ou comment on aide le patient à récupérer en cas globalement de troubles moteurs ou de troubles de la parole ou de conscience? Mais à l'heure actuelle, bien que beaucoup de progrès ont été réalisés, une fois que le tissu neuronal cérébral est lésé, on n'a pas encore de capacité thérapeutique pour régénérer le cerveau. Et donc ça, c'est le facteur limitant. Donc le traitement à long terme de l'AVC, c'est de compenser les déficits tant que faire se peut, en développant les stratégies cognitives, motrices, sensorielles, alternatives, pour remplir une tâche particulière, en évitant d'être coincé par les structures qui ont été lésées. Donc, c'est sûr que quand il y a un déficit moteur, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en compensant. Mais quand il y a des lésions en termes de langage, par exemple, c'est très, très invalidant. Et donc, la revalidation de langage, Kinetic Shoret, l'orthophonie prend une place tout à fait importante pour pouvoir développer une communication qui soit la plus efficace possible. Est-ce qu'en Israël, les centres de revalidation, puisque c'est le terme, sont bien développés, spécialisés, accessibles également pour les patients? En Israël, chaque personne qui a un AVC a droit jusqu'à 3 mois de revalidation par la Bitoach Leumi, par la sécurité sociale, dans n'importe quel centre. Mais encore une fois, la prise en charge à long terme est un point sensible, mais qui est sensible dans tous les pays du monde, dans la mesure où on ne peut pas garder une personne dans une structure hospitalière des années. Il se passe quoi en Israël au bout de 3 mois? Alors, au bout de 3 mois, il y a encore moyen de prendre de la physiothérapie et de faire des traitements en ambulatoire.
Mais si les capacités neuronales du système nerveux le permettent, pouvoir rentrer dans une vie la plus normale possible et d'adapter la nouvelle vie aux déficits qui sont relativement stables. On sait qu'après 1 an, plus ou moins en gros d'un AVC, la récupération atteint un plateau. Et donc le but, c'est de réorganiser la vie à long terme pour pouvoir continuer tant que faire se peut. Et Dr Epstein, est-ce qu'en France, c'est différent ou on est pris en charge à vie? Ah ben non, c'est absolument la même chose. Bon, déjà en France, c'est un énorme problème de santé publique parce que on dit qu'il y a toutes les 4 minutes un AVC qui se produit. Ça fait donc à peu près 130 000 AVC par an en France. Et puis, c'est quand même une grande cause d'handicap. C'est comme la deuxième cause de démence également en France. Par conséquent, alors, maintenant, il y a des centres de réadaptation fonctionnelle qui tournent où on peut essayer de récupérer un tout petit peu des choses. Mais comme dit le docteur Goldberg, hein, quand c'est détruit, c'est détruit. Donc, on essaye un peu effectivement de prendre en charge les gens à domicile également, parce qu'après, il y a bien un moment où il faut qu'ils rentrent à la maison. Et l'aide qui est surtout très importante, ce qu'on appelle aider les aidants, c'est aider justement les familles qui doivent s'occuper d'un patient. Parce qu'il faut bien comprendre que les séquelles, elles sont très variables. Vous avez des gens qui ont une petite séquelle très simple avec, je sais pas moi, la jambe qui traîne par exemple. C'est pas des choses trop dramatiques. Puis vous avez des personnes qui ont une paralysie, une hémiplégie, donc une paralysie complète de la moitié du corps, avec la tête qui pendouille, le petit fil basse qui traîne. Enfin voilà, c'est comme des choses qui sont assez épouvantables. Et il faut vraiment aider les familles de manière à prendre en charge à domicile ce genre de patients. Bon, alors, ils bénéficient en France de ce qu'on appelle l'affection longue durée, donc c'est pris en charge à 100%. Et puis, on peut faire venir à domicile des infirmières, des ergothérapeutes. Il y a des choses qui existent également pour améliorer l'habitat, de manière à ce que la vie de ces personnes, et surtout des aidants, et ça, je voudrais vraiment l'insister, les aidants ont besoin aussi d'être largement soutenus quand on doit gérer la suite de genre de patients. Donc, il y a une prise en charge quand même financière par la Sécu en France. Oui, bien sûr. Qu'il n'y a pas donc en Israël. Si, il y a une prise en charge. Elle ne dure que 3 mois en Israël en réalité. 3 mois pour l'hospitalisation en revalidation. Mais par la suite, il y a encore des séries de traitements qui sont pris en charge par la sécurité sociale, mais de manière ambulatoire. Donc c'est assez similaire, en gros, d'après ce que je peux imaginer, entre la Belgique, la France et Israël. Mais c'est sûr que le problème est chronique. Et donc, ce n'est pas seulement un fardeau financier et économique, qu'il est aussi. Et donc, c'est surtout développer de nouvelles thérapeutiques, des nouvelles technologies pour compenser. Docteur Epstein, on arrive déjà à la fin de cette émission et je voudrais faire juste le point avec vous en tant que médecin généraliste. On a dit durant cette émission qu'il n'y a pas vraiment de signes avant-coureurs. Quand c'est là, eh bien, il faut se dépêcher et traiter avant que ça fasse un maximum de dégâts. Vous avez aussi évoqué, et c'est sur ce point-là encore que je voudrais revenir et conclure l'émission, sur les facteurs prédisposants. Est-ce que, en tant que médecin généraliste, est-ce que vous suggérez à vos patients de faire des bilans, et vous allez nous expliquer ça, pour justement essayer de prévenir les AVC? Donc on parle vraiment là de prévention. De toute façon, la prévention, c'est naturellement repérer les patients à risque, hein, les diabétiques, les hypertendus, les hypercholestérolémiques, en ayant des objectifs qui soient très stricts, c'est-à-dire ne pas tomber dans on a déjà parlé, il me semble, d'inertie thérapeutique. Hein. C'est de dire, voilà, bon, quelqu'un qui doit avoir des objectifs tensionnels à 14, et s'il est à 14,5, c'est pas 14. Hein, vous voyez, c'est vraiment rester le plus strict possible par rapport aux recommandations, que ce soit par rapport au cholestérol, par rapport au diabète. Donc, on sait très bien qu'il y a un effet levier. Quand on fait baisser le taux de cholestérol à un certain stade, on diminue d'un grand nombre le risque de faire un accident vasculaire cérébral. D'autre part, moi, ce que je fais assez fréquemment, mais de manière, ça fait partie un peu des recommandations, je fais des Dopplers, des vaisseaux du cou chez tous mes diabétiques, hein, pour s'assurer qu'il n'y ait pas, ou des gens qui ont du cholestérol, ou même des gens qui commencent à avoir un certain âge, pour pas voir qu'il n'y a pas des plaques qui peuvent se détacher et puis partir se mettre quelque part au niveau du cerveau. Docteur Epstein, docteur Goldberg, ce soir c'était un vrai duo de doc.
Merci à vous. Et puis moi, j'ai kiffé de dire Dr Erpstein, Dr Goldberg. Moi, mon ashkénazatitude, elle a pris 100 000 vols. Donc merci à vous deux. C'était une très belle émission. Merci Aurore, toujours pour tes questions pertinentes. On parlera nourriture après, je vais me faire des amis ce soir. Je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Donc on sera 2, on sera 3, Dr Erpstein. On compte sur vous pour l'invitation d'Aurore. En tout cas, nous, on se retrouve pour une prochaine émission Lieu de Doc et peut-être dans une émission à l'avenir également de nouveau avec le Dr Goldberg. On le rappelle, il est neurologue spécialisé en épilepsie, il est épileptologue. On en parlera peut-être après ou plus tard dans une nouvelle émission Lieu de Doc. Je vous remercie encore une fois tous les 3. À très bientôt sur Tandem TV. Passez une bonne soirée.